Donc, c'est bon? Vous m'entendez? Ouais. Merci beaucoup Nadège, c'est toujours un plaisir de venir dans le sud, en plus il fait hyper beau, donc j'en ai profité cet après-midi. Merci beaucoup pour tes paroles toujours chaleureuses et reconnaissantes. Moi aussi je suis très reconnaissant à Nadège d'avoir travaillé plusieurs années dans mon service et d'y avoir fait une thèse d'ailleurs de sciences. Vous allez en voir un tout petit bout à un moment donné de cette présentation. Et c'est vrai que de parler des borderlines, puisque c'est le sujet qui m'a été proposé, c'est presque une gageure parce que finalement, bon, je vais en parler selon un plan que je vous détaille ici, mais en fait, borderline maintenant, c'est devenu plus qu'un diagnostic, hein, c'est presque un fait de société. Hein, vous avez les ados qui disent moi je suis border, vous avez des blogs sur les borderline, vous avez des films sur les borderline, vous avez plusieurs du coup définitions de ce qu'est les borderline. Et puis c'est un usage presque extensif, c'est-à-dire que dès qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec, on va dire, le groupe, on est border. Voilà. Et c'est pas totalement faux parce qu'il y a un peu de ça, finalement, dans la psychopathologie dite borderline. L'autre élément, et même si c'était comme ça dans le titre et que dans le deuxième point, puis qu'on va avoir enfin je vous propose d'abord une introduction justement à la perspective évolutionniste. Alors je serais peut-être un peu lent mais, sur cette partie-là, mais parce que je pense qu'elle est importante pour la suite. C'est vrai que dire personnalité borderline à l'adolescence, peut-être qu'on devrait dire état borderline, parce que finalement, ce n'est pas forcément quelque chose qui est si stable que ça dans le temps, je vous le dirai, je crois, à la fin. Mais bon, comme c'est le terme consacré, on ne va pas non plus chercher midi à 14 heures. Donc on abordera dans cette deuxième partie un peu la psychopathologie, la question de la gestion du stress, puisque vous verrez que sur la question de l'évolution, c'est quelque chose qui est important. Le risque suicidaire, parce que c'est quand même l'élément pronostic majeur, et pour tous ceux parmi vous, il y a des places devant, si vous voulez. Parmi vous qui avez des activités cliniques, c'est quelque chose auquel vous avez déjà été confronté, si vous vous occupez d'adolescents, bien sûr. Et on essaiera, alors je n'ai pas fait une partie recherche très développée, parce qu'on m'a dit que le public était extrêmement large, et qu'il y a des choses qui sont peut-être un peu anecdotiques dans les recherches parfois, même si on en est assez content. Mais bon, mais par contre, j'évoquerai simplement deux travaux. Le premier sur le stress et borderline, auquel a contribué d'ailleurs Nadège. Et puis également un travail d'épidémiologie finalement qu'on a réalisé sur une cohorte américaine, mais parce que ça nous permettait d'aborder la question de l'évolution de manière assez fine. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Américains ont mis à disposition les données pour qu'on puisse le faire. Et puis on essaiera de conclure. Alors, je vais juste voir à quel point elle est visible cette diapo. Ouais. Alors, dans cette diapo, vous avez plusieurs lignes. Hein, on va commencer par la ligne du bas. Je ne sais pas si d'ailleurs si vous la voyez avec l'estrade, mais c'est le temps qui passe. Alors, ce n'est pas le temps qui passe en termes de développement de l'enfant, c'est le temps qui passe en termes d'évolution. Donc, on est. Et j'ai enlevé le temps profond, vous savez, ère glaciaire, ère machin, etc., parce que là, on n'y est pas. Mais en tout cas, dans la perspective évolutionniste, nous sommes des primates, hein, et donc parmi les primates, on distingue les primates non humains et les primates humains. Et donc nous, on a commencé à finalement s'individualiser sous forme d'Homo sapiens avec des origines, hein, et même des petits mélanges, parce que même quand Homo sapiens s'est séparé de Homo des Néandertal, on sait qu'il y a eu des échanges. Hein, il y a à peu près 3% des gènes qui viennent de Néandertal dans certaines populations humaines. Mais ce qui est important finalement de comprendre, c'est qu'est-ce qui s'est passé, alors dans une échelle de temps qui est beaucoup plus courte, mais sur les diapos c'est un peu difficile à mettre. Alors très souvent, dans ces diapos-là, vous n'avez que la ligne du bas, donc les primates non humains et puis après les primates humains, et puis le cerveau. Et on nous dit que le cerveau est de plus en plus gros, ce qui n'est pas tout à fait vrai parce que Néandertal, il était un peu plus gros que celui de Homo sapiens.
Et finalement, on explique un peu l'évolution par le cerveau. Alors, c'est vrai qu'on a un cerveau qui s'est développé, ça, je ne dis pas le contraire. Mais je voudrais insister sur d'autres expansions, qui sont des expansions qui, pour l'époque la plus récente, sont des expansions finalement qui deviennent extrêmement déterminantes dans quel type d'humain sommes-nous aujourd'hui sur cette planète. Au point que, dans mes divagations, j'ai une proposition. Alors avant, je l'appelais Homo developmentalis, cette proposition. Et puis cet été, j'ai discuté avec un latiniste, parce que c'est un néologisme, un developmentalis, et qui m'a dit, vous devriez dire Homo progrediens. Donc c'est Homo progrediens, donc je vais utiliser dorénavant. Mais ça veut dire homme développemental en français. Alors pourquoi développemental? Parce que assez récemment, donc ça, il y a eu la découverte du feu, qui a permis une expansion énergétique, parce que de cuire la nourriture a été quelque chose de tout à fait important pour sa qualité, sa conservation et sa quantité. Et puis il y a eu la sédation, pardon, pas la sédation, mais le côté sédentaire, pardon. C'est moi qui suis un peu fatigué. Le côté sédentaire qui a fait qu'on s'est arrêté parce qu'on a découvert aussi l'agriculture. Et toute cette période de glissement entre le chasseur-cueilleur, qui était par bande, et ça c'est finalement relativement récent, puisque c'est quelques milliers d'années. Et puis aujourd'hui, l'expansion énergétique, c'est que l'énergie qu'on dépense n'est pas que dans notre corps, elle est dans notre environnement. On prend le train, on a l'air conditionné, on a une voiture, etc., etc. On chauffe notre maison. Donc en fait, il y a une expansion énergétique, c'est d'ailleurs un problème à l'échelle de la planète, qui renvoie quand même à la capacité à utiliser de l'énergie à des fins personnelles. Parce qu'en fait, c'est ça. Puisque, peut-être je ne l'ai pas dit, mais la théorie de l'évolution, c'est toujours l'énergie dont on dispose et la sexualité qu'on va utiliser pour maintenir la survie de l'espèce. Et donc à chaque fois, on regarde qu'est-ce qu'il y a du point de vue de la sexualité et du point de vue de l'énergie. Donc vous voyez qu'il y a une expansion énergétique qui est absolument considérable. Et une des problématiques contemporaines, c'est que cette expansion énergétique, qui a continué et qui a augmenté avec les années les plus récentes, elle a un choc démographique. Et on ne le dit pas suffisamment, c'est le choc démographique qui est la catastrophe annoncée, en parallèle de cette consommation d'énergie. Si on était 500 000, 1 million, même 1 milliard, on pourrait continuer à... Mais là, les prévisions sont à 8 milliards, 9 milliards, c'est un vrai mur. Vous savez, si vous regardez les chiffres démographiques, c'est pas linéaire, c'est vraiment exponentiel actuellement. Donc ça, c'est la première expansion, enfin la deuxième après l'expansion du cerveau, qui est très connue. Troisième expansion, c'est celle des interactions. Donc là, on commence à entrer un peu dans le développement. Et il y a des choses tout à fait intéressantes au niveau des interactions précoces. Alors, on l'a dit suffisamment parce que le concept de néothénie est relativement connu. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît le concept de néothénie. C'est le fait que il y a plusieurs hypothèses pour expliquer, et je vais vous en donner une qui me plaît beaucoup. Mais c'est l'idée ou le constat plutôt, que le bébé humain naît avec un cerveau fœtal par rapport aux autres primates, et en particulier par rapport à nos singes, à nos ancêtres les singes. Si le bébé humain devait naître avec la maturité cérébrale du bébé ou du nouveau-né singe, il devrait naître à 24 mois. On peut faire des comparaisons histologiques pour le constater. Donc vous voyez qu'entre 9 mois et 24 mois, il y a quand même beaucoup de laps de temps. Et ce cerveau fœtal fait que le bébé et son cerveau sont une éponge à environnement. Pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est le développement du langage, c'est toutes les interactions précoces et tout ce qui est appris par le bébé et automatisé, etc. Et puis ça continue dans l'enfance, bien sûr, avec les apprentissages. Mais pour le pire, parce que vous savez tous que
d'exposer un cerveau de bébé à des agressions, c'est une catastrophe développementale. Et je prends souvent un exemple simple, moi, pour illustrer ça, c'est l'herpès. Tout le monde connaît l'herpès. Vous êtes 2/3 de la salle à avoir un herpès labial, à peu près 1/3 à avoir un herpès génital, puisque c'est extrêmement fréquent. Alors ça ne veut pas dire que vous l'avez en permanence, hein. Il peut apparaître comme ça, et vous êtes tous... Donc l'herpès, c'est vraiment un virus archi connu, familier, etc. Et bon, on a un bouton de fièvre, quand il y a des grands soleils ou quand on est fatigué, c'est pas la fin du monde, voilà. Par contre, un herpès chez un nourrisson, c'est une catastrophe cérébrale. L'encéphalopathie herpétique, ça vous bousille un cerveau. Et pourtant, c'est le même virus. Donc c'est bien que l'organe qui le reçoit à ce moment-là est un organe qui n'est pas de même nature, hein, que celui qui sera l'organe d'un enfant, d'ailleurs plus âgé, parce que l'herpès arrive assez tôt dans la vie, souvent. Donc, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette expansion, alors c'est un papier qui date de la semaine dernière dans Nature, que j'ai cité là, c'est qu'en comparant des protéines de synapses de cerveau de plein d'espèces différentes au cours du développement, et en culture cellulaire et en génétique, il y a énormément d'expériences dans le papier, mais je vous donne l'élément, à mon avis, le plus important pour la question de l'évolution, c'est que les auteurs montrent qu'en fait, avec l'humain, dans cette période de néothénie, il va y avoir un ralentissement de la production de protéines en termes de densité synaptique. Comme si finalement, de prendre le temps permettait de mieux profiter de son environnement et des interactions, d'un point de vue évolutionniste. Alors c'est très intéressant parce que prendre le temps, c'est aussi ce qu'on va demander à l'école. Je ne vais pas du tout en parler aujourd'hui, mais vous avez tout un petit courant, mais que je trouve tout très intéressant, dans le champ des commentateurs sur l'hyperactivité avec déficit de l'attention, qui disent que, et on le reverra plus tard pour les borderline, que peut-être cette pression qu'on a dans les pays développés à asseoir les enfants de maternelle comme si c'était des écoliers déjà de 8-10 ans, à leur demander de faire des devoirs à la maison, des choses absurdes pour des enfants de cet âge, c'est pas finalement une pression qui favorise la révélation finalement de quelque chose qui n'est pas prêt, parce qu'au cours de l'évolution, il y avait un avantage à être ce qu'on appelle foraging en anglais, c'est-à-dire un peu épidermique à l'environnement, avec une attention flottante mais prêt à réagir. Pourquoi ? Parce que quand il y avait un danger, hop, on pouvait l'éviter. Et donc c'était pas mal d'être comme ça, un peu hyperactif, un peu flottant. Mais avec le temps, on a privilégié plutôt un système où on prend le temps, on réfléchit, on pèse le pour et le contre, Donc ces deux courants, finalement, en termes d'adaptation, qui existent, mais peut-être qu'ils sont favorisés par notre système éducatif, en tout cas dans les pays développés, puisqu'il y a une épidémie de TDAH, comme vous le savez, un peu partout dans les pays développés. Et je ne trouve pas inintéressant de se poser justement des interrogations d'un point de vue évolutionniste comme ça. Alors, pourquoi je vous parle de ce ralentissement ? C'est parce que finalement, en faisant pression peut-être trop vite, on contraint quelque chose qui est encore finalement présent en nous, même si au cours de l'évolution récente, on favorise l'autre, on va dire, système adaptatif. Et puis il y a une autre expansion. Alors, je ne suis pas encore complètement au clair avec le nom, parce que est-ce que c'est une expansion qui est que culturelle ? Alors j'ai mis, parce que le cognitif, en fait, vous auriez pu le mettre aussi dans l'expansion du cerveau. Bon, peut-être que je modifierai la diapo, mais je pense qu'il y a beaucoup de cognitif aussi dans le culturel, en particulier avec les nouveaux outils. Et on voit bien, puisque j'ai parlé du feu, j'ai parlé de l'agriculture, j'ai mis une photo de TGV, mais j'aurais pu mettre n'importe quoi qui roule ou qui vole. Vous avez également le fait de passer à la trace écrite
qui est extrêmement récent au niveau de notre histoire, hein, puisque l'écriture, c'est 7000 ans, au mieux. Donc c'est avant-hier à l'échelle de l'évolution. Ouf, c'est même pas, c'est hier. L'écriture, ça a été la possibilité de garder en mémoire et de transmettre aux générations suivantes. Avant, la transmission était essentiellement une transmission orale, puisqu'il n'y avait pas d'écrit. Donc l'écrit a permis non seulement de transmettre, mais aussi de garder en mémoire. Et se garder en mémoire, alors après, bien sûr, l'écrit, il y a eu 2 étapes, hein, avec l'impression, qui a aussi permis, d'une certaine manière, l'écrit à grande échelle, enfin en tout cas à plus grande échelle. Et puis alors maintenant, avec l'informatique, là vous avez tout. Vous avez l'impression, vous avez la mémoire, mais avec des capacités de mémoire qui sont même plus importantes que l'humain. Hein, et d'ailleurs, on a tous son portable, son ordinateur, son machin, son cloud. Et attention, si on l'égare, on est quand même paumé. Et puis surtout, maintenant, dans l'ordinateur, on a aussi des systèmes intelligents qui viennent compléter. Là, pour venir, j'étais cet après-midi à Porquerolles. Bon, bah, j'ai foutu mon GPS et voilà, je pouvais à peu près, j'ai vu qu'il y avait un accident dans l'autre route, j'ai pris la route de la côte, elle est plus sympa en plus, donc c'était pas mal. Et puis je suis arrivé à l'heure. Donc tout va bien. Mais ça, c'est extrêmement économe pour moi. Je n'ai même pas réfléchi. Je me suis laissé porter par mon GPS. Alors après, quand il déconne, c'est une autre histoire. Mais, parce que comme tout objet. Donc vous voyez qu'il y a une expansion qui est aussi à la fois cognitive et culturelle, puisque, pourquoi je dis culturelle? Parce que c'est des objets de culture. C'est à la fois des objets de connaissance et des objets de culture. Alors, ça c'est un peu le contexte général. Mais je vous ai parlé de la survie, puisque une des grands axes de la théorie de l'évolution, c'est comment on maintient finalement une espèce, comment une espèce, au cours de l'évolution, survit. Et pour se maintenir, elle a besoin de s'adapter. Le grand système d'adaptation physiologique, c'est le système du stress. Et vous avez grosso modo 2 grandes... enfin, chez les mammifères en tout cas qui communiquent, vous avez 2 grands, finalement, axes de réponse, c'est la fuite et la communication aux congénères. Le stress a toujours une dimension de communication. On l'oublie, hein, parce qu'on pense qu'à soi, et en plus on est dans une société très individualiste, mais il n'y a qu'à regarder un reportage animalier, hein, vous avez un troupeau de zébus, il y a un lion qui arrive, il y a un zébu qui sent ou qui le voit, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont les zébus pour les repérer, mais peu importe. Et puis, quand le zébu commence à partir, on dirait que c'est un balai, boum, ils partent tous ensemble. Donc, il a bien fallu que le zébu en question a communiqué aux autres. Donc ça, c'est extrêmement... Et donc, on voit bien que du coup, plus vous êtes dans un contexte de société avec des interactions sociales, hein, et c'est bien sûr le cas chez l'humain, plus cette composante de communication, et de relation donc aux congénères, elle va être importante. Et puis le système de stress est ainsi fait que vous avez des réponses à des stress aigus, mais quand ils se répètent, il y a une adaptation physiologique au stress, et la réponse au stress chronique est un petit peu différente. C'est une des questions qui va se poser par exemple pour les borderline. Puisque les borderline, je peux le dire d'emblée, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une perspective évolutionniste, c'est extrêmement souvent des adolescents qui, au cours de leur enfance ou de leur développement, ont été dans des contextes d'adversité, pour faire simple. Et du coup, si les perturbations du système de stress, ils ont aussi une valeur de communication, vous allez avoir, en plus de la question de la fuite et donc de la résistance personnelle, si je puis dire, ben vous allez avoir des conséquences qui vont toucher aussi bien à la construction de son identité interne, ce qu'on appelle le self ou le soi, peu importe les théories, que des difficultés en termes de construction de la manière dont j'investis le monde,
je communique avec les autres, ce qu'on appelle l'agentivité. Hein, l'agentivité, c'est comment j'ai conscience que mes actions, ou plutôt que ce que je fais, a une action sur le monde. Donc je suis agent. Okay. Et ça veut dire que vous êtes conscient de l'environnement qui vous entoure. Et puis le troisième élément, qui est à cheval entre les deux, qui est l'attachement. Parce que l'attachement, c'est le sentiment de confiance intérieure qui vous permet d'être en relation avec les autres et avec vous-même. Le système d'attachement, après vous avez des attachements sécures, insécures, inhibés, désinhibés, il y a plusieurs types de profils, mais peu importe. Le système d'attachement, alors moi des fois je préfère le terme confiance de base, que tout le monde comprend. En fait, on se construit au cours de l'enfance, enfin on essaye de construire au cours de l'enfance, grâce à ces expériences un peu positives, une confiance de base qui fait qu'on va se sentir un peu plus serein par rapport à soi-même et par rapport aux autres. Et c'est une, c'est une qualité intérieure qu'on a ou qu'on n'a pas, mais qu'on peut développer éventuellement, bien sûr. C'est ça le but. Alors, je vous ai parlé de l'adversité. Un exemple d'adversité, c'est la maltraitance. Alors là, je vais être beaucoup plus rapide sur ces diapos. Ah oui, alors il y en a certaines qui sont en anglais, mais bon, les mots, c'est les mêmes. Hein. Enfin, suicide. Je pense que vous êtes capable de... Donc, ça, c'est des méta-analyses de très nombreuses études. Et effectivement, la maltraitance, vous avez des conséquences. Alors là, c'est la maltraitance physique. Alors, vous avez 3 colonnes. À gauche, c'est vraiment les trucs incontestés. Personne ne doute qu'il y a des conséquences de cet ordre. Au milieu, on ne sait pas très bien, mais il y a une forte probabilité. Et puis, à droite, c'est ce qui est plus limité. On va rester que sur les trucs, tout le monde est d'accord. Vous voyez, dépression, anxiété, troubles alimentaires, problèmes de comportement et de conduite dans l'enfance, tentative de suicide, abus de substances et prise de risque, et en particulier prise de risque sexuelle. La négligence émotionnelle ou les abus émotionnels, la liste est quasi identique. Donc finalement, les abus émotionnels sont de même ordre. Et puis vous avez la négligence, hein, vous avez la même chose. Donc c'est vraiment des résultats extrêmement solides. Alors, pour comprendre ce que je vais vous raconter, on va s'arrêter un peu plus aussi sur cette diapo, c'est ce qu'on appelle la théorie d'histoire de vie. En fait, indépendamment de la pathologie borderline, mais vous verrez que quand on va parler des borderline, ça va vous sauter aux yeux que c'est intéressant de s'intéresser à cette théorie. Vous avez énormément d'études qui se sont intéressées à la santé globale des personnes, avec des études énormes dans le monde. Et un certain nombre d'épidémiologistes se sont rendus compte que, indépendamment de toute pathologie avérée, vous avez finalement 2 styles d'adaptation qui vont, d'un point de vue évolutionniste, avoir des références assez spécifiques en termes de stratégie de reproduction, d'écologie comportementale, d'expérience dans l'enfance et de développement interpersonnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand vous avez un des domaines qui sort, les autres sortent aussi. Comme si, finalement, dans ces 4 domaines différents, les choses covariaient ensemble. C'est ça que ça veut dire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils ont constaté 2 grands types de trajectoires. Une première qui va finalement favoriser un certain axe qui va être plus vers la reproduction. Et c'est un axe que vous trouvez en général dans des contextes d'adversité précoce dans l'enfance, avec attachement insécure, avec des conséquences comportementales plutôt autour de plus d'agressivité, plus de problèmes de comportement, etc., sans que ce soit des pathologies, hein, encore une fois, c'est un style d'être. Une sexualité plus précoce, des liens sociaux plus instables, plus d'enfants, mais moins d'investissement parental. Okay. Ce style-là, finalement, c'est un peu celui du chercheur-cueilleur.
d'une certaine manière, si on reprend l'évolution. Hein, c'est celui qui, dès qu'il voit quelqu'un qui n'est pas dans son groupe, lui donne un coup de massue. C'est finalement la trajectoire finalement de type 2, c'est une trajectoire qui est opposée. C'est-à-dire c'est plutôt des situations ou des personnes qui ont vécu dans une certaine harmonie dans l'enfance, et aussi bien affective qu'économique. Ils sont plutôt, du coup, assez confiants en eux-mêmes, ils ont un attachement plus sécure. Ils vont avoir donc une puberté un peu plus tardive. Donc vous voyez qu'il y a même des données de santé, on va dire, physique qui sont associées, ou physiologiques. Une sexualité plus tardive, des liens sociaux beaucoup plus stables, moins d'enfants, mais beaucoup plus investis sur le plan parental. Et donc on voit bien finalement que quand on raconte ça en général dans les amphis, les gens disent « Ah oui, c'est vrai que finalement on voit bien ces deux types qui peuvent se distinguer ». Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le type 1, adversité précoce plus fréquente, etc., c'est un type de trajectoire de vie qui va être plus à risque d'un certain nombre de problématiques de santé. C'est ça qui est sorti dans toutes les études. Ils vont être plus à risque de pathologies cardiovasculaires, plus à risque de pathologies psychiatriques, dépression, anxiété, vous allez le voir, troubles borderline, plus à risque de difficultés familiales, de séparation, d'enfants placés. Enfin, vous pouvez. Alors après, tous les risques ne sont pas équivalents, il y en a qui sont plus rares, d'autres plus fréquents, etc. Et puis, ils ne sont pas influencés que par ça. Hein. Par exemple, les risques cardiovasculaires, c'est aussi nos sociétés d'hyperconsommation, l'obésité, ça touche tous les groupes. Hein. Mais quand même, vous le savez d'ailleurs, c'est dit suffisamment souvent, actuellement aux États-Unis, où il y a eu une régulation de l'effet de la surconsommation alimentaire, l'obésité aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, touche surtout les populations plutôt de niveau socio-économique défavorisé, donc plutôt dans ces profils de type 1. Pourquoi ? Parce que le profil de type 2, c'est collectivement un peu adapté et à valoriser d'autres choses, le sport, le machin, manger plus sain. Alors donc du coup, ils éliminent tout, les wok, les machins, mais donc vous avez des régulations comme ça tout n'est pas de la conséquence directe. Hein. Là, on est dans des modèles assez complexes de compréhension des choses. Voilà pour la partie évolution. Alors, on va être un peu plus rapide sur la suite. Donc, qu'est-ce que c'est que l'état borderline ou les borderline adolescents ? Alors, ce que je vais dire est très bien détaillé dans un livre de l'équipe de Maurice Corcos, sur les troubles de la personnalité borderline à l'adolescence, qui a été écrit il y a peut-être, j'ai pas mis la date là, je sais pas, peut-être, si on le voit, non, c'est pas marqué. Oh, ça doit avoir entre 5 et 10 ans, je pense. Et peut-être qu'il y a eu une nouvelle édition, d'ailleurs, je ne me souviens pas quand est-ce que j'ai fait cette couverture. Ce que l'on sait, c'est que les adolescents borderline, ils vont subir davantage de traumatismes dans leur vie. Ça, c'est vraiment une donnée extrêmement robuste. Et davantage de violences émotionnelles, physiques et sexuelles. Et que souvent, ils restent assez proches de leur agresseur, c'est-à-dire que c'est dans le contexte environnemental proche. Alors, ce n'est pas forcément la famille, mais ça peut être aussi le voisinage, enfin, les frères et sœurs, les quartiers, etc. Les familles sont souvent moins harmonieuses, elles font preuve d'une parentalité souvent plus négative, plus difficile, au sens où, alors on dit souvent que les psys critiquent les parents, donc on peut interpréter ça comme une critique de la parentalité. Non, c'est juste que, justement, dans ces contextes-là, comme je vous l'ai expliqué, les contextes de vie difficiles ne concernent pas que l'enfant, ils concernent aussi le parent qui doit faire ce qu'il peut pour faire face. Et puis donc les styles d'attachement vont être plus précaires ou plus insécures et plus préoccupés. Et finalement, au niveau de leur expression de leur mal-être, ils vont exprimer ça selon 4 grandes dimensions, et c'est ça qui fait le diagnostic de pathologie borderline. C'est souvent des adolescents qui ont ce qu'on appelle une dérégulation émotionnelle ou une dysrégulation émotionnelle.
donc qui vont passer par des émotions extrêmement variées d'un moment à l'autre, alors des fois anxieuses, des fois dépressives, des fois irritables. Ils vont souvent avoir une impulsivité assez importante, ce qui explique d'ailleurs que cliniquement, et en particulier dans les hôpitaux, on les voit plutôt au moment où il y a eu un passage à l'acte lié à une impulsion. Alors ça peut être auto-agressif, hétéro-agressif, parce qu'il y a aussi des tendances suicidaires. Ils ont en général de mauvaises relations interpersonnelles, avec une peur de l'abandon. Et souvent, au niveau psychologique, ils ont deux caractéristiques qui sont importantes à reconnaître, parce qu'elles vont conditionner la manière avec laquelle on les aborde. C'est que premièrement, ils ont une difficulté finalement à prendre de la hauteur vis-à-vis d'eux-mêmes, ce qu'on appelle un manque d'insight. C'est difficile pour eux de s'auto-regarder, de s'auto-juger, de s'apprécier d'une certaine manière, indépendamment du fait qu'ils se sentent ou non dévalorisés, ce qui est aussi assez fréquent. Et simplement, vous avez des gens qui sont capables de prendre un peu de hauteur vis-à-vis d'eux-mêmes et de se dire, tiens, à ce moment-là, j'ai déconné, ou j'étais pas mal, enfin, faudra que je... Eux, c'est vraiment une difficulté. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle un trouble de l'attribution, c'est-à-dire qu'ils ont toujours le sentiment qu'ils ne sont pas réellement responsables de ce qui leur arrive et que ça vient de l'extérieur. Alors, on pourrait dire cliniquement, ils sont gentiment parano. Non, ils ne sont pas parano au sens psychiatrique du terme, parce que ce n'est pas attribué à quelqu'un, c'est le monde de manière globale. Et ils peuvent finalement se sentir persécutés par un tel un jour, et puis le lendemain, lui être dans les bras et tout va bien. Ce qui n'est pas le parano, en général, il reste sur son truc fixé. Donc eux, c'est vraiment l'ambiance. Hein, et c'est d'autant plus fort ce trouble de l'attribution que c'est des moments où ils se sentent anxieux ou en difficulté émotionnelle. Et du coup, il faut le comprendre quand on les reçoit en consultation ou en urgence, par exemple. Parce que si on commence à leur dire « mais non, non, non », il faut comprendre qu'il faut dépasser ce moment où le monde est hostile. Deuxième élément, pour les suicides, alors attendez, je vous montre juste une petite recherche clinique qu'on a faite dans le cadre de la thèse d'Aveline Aouidad, qui est une autre... non, elle n'est plus à Toulon d'ailleurs. Elle est partie à Bordeaux. Mais une autre excellente psychiatre d'enfants et d'adolescents qui a fait un travail de thèse sur le sujet des borderline avec moi. Et dans ce travail-là, on avait regardé dans une cohorte nationale d'adolescents hospitalisés pour tentative de suicide. Donc il y avait à peu près, c'est pas à peu près, c'est même tout juste 320 adolescents, donc c'est quand même une grande cohorte. Il y avait 4 sites d'inclusion. Et ce qu'on a voulu regarder, c'est dans la mesure où la pathologie borderline est fréquemment associée à des tentatives de suicide, c'est combien on en avait qui étaient hospitalisés. Et est-ce que ça colorait d'une manière particulière le contexte suicidaire ou pas? Et pour vous donner les résultats de manière assez simple, on s'est rendu compte que ce qui était le plus intéressant, c'était de séparer, puisqu'on avait quand même suffisamment de sujets pour pouvoir faire quelques statistiques, c'est de séparer finalement 3 situations différentes. Adolescents non borderline qui faisaient une tentative de suicide, alors c'était souvent des adolescents déprimés. Adolescent borderline qui faisait sa première tentative de suicide et adolescent borderline qui en avait déjà fait quelques-unes. En tout cas, au moins 2. Et à ce moment-là, ce qu'on voit, c'est finalement que ça nous définit un gradient de sévérité relativement robuste et qui nous montre que chez les adolescents borderline qui vont ou qui ont fait plusieurs tentatives de suicide, puisque ce n'est pas tout à fait du prospectif, eh bien, on voit beaucoup plus de troubles anxieux associés, de manière assez nette, un début plus précoce, donc c'est probablement les formes avec le plus d'adversité, ça on ne l'a pas vérifié dans l'étude. Et puis, et c'est un peu paradoxal par rapport à ce qu'on dit du phénomène des scarifications,
Vous savez que les adolescents borderline, enfin je ne sais pas d'ailleurs si vous le savez parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les auto-agressions sont les tentatives de suicide bien sûr et aussi beaucoup des automutilations. Ils se découpent, ils se coupent les avant-bras, des fois le ventre, des fois des parties cachées du corps, enfin bref. Mais en même temps, cette pratique de la scarification est devenue un phénomène adolescent. Ce n'est pas que les adolescents borderline qui scarifient. Et donc, il y a toute une clinique des scarifications non suicidaires, on dit en français et en anglais. Et finalement, cette clinique, alors que moi quand j'étais interne, dès que quelqu'un scarifiait, c'était très grave. Aujourd'hui, c'est difficile de dire un adolescent qui s'est scarifié, c'est pas ça qui va être le critère de gravité. Néanmoins, et c'est pour ça que je veux souligner ça, chez les adolescents borderline qui ont déjà fait des tentatives de suicide, et là par contre, on avait une pratique de la scarification qui était beaucoup plus importante. Donc il faut se méfier avec ce signe clinique, parce que finalement, il est devenu très très large spectre. Voilà. Et puis donc le début précoce, je vous l'ai dit. Alors paradoxalement, dans cette étude, on n'a pas retrouvé l'impulsivité. Mais il faut bien comprendre qu'on avait probablement presque que des impulsifs, puisqu'ils avaient tous fait des tentatives de suicide, et on sait que c'est associé à l'impulsivité. Donc on n'est pas forcément dans un contexte clinique qui nous permet de l'évaluer. Alors, je vous ai parlé de la théorie d'histoire de vie tout à l'heure. Pourquoi elle me paraît adaptée aux pathologies borderline de l'adolescence? Parce que, au bout du compte, et ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la pathologie borderline de l'adolescent, ça serait peut-être, finalement, l'écueil évolutif tiré au maximum qui deviendrait pathologique. Alors pourquoi je dis ça? Parce que quand on regarde, ça c'est que des études sur les borderline, alors ados et adultes, parce qu'il y a aussi ils deviennent adultes, hein, et ben vous avez plus de puberté précoce chez les borderline, plus de partenaires sexuels, souvent des partenaires d'ailleurs à court terme, une reproduction, c'est-à-dire l'âge du premier enfant plus précoce, plus d'enfants de manière générale, plus d'individus qui sont capables de développer une obésité, une résistance à l'insuline, enfin des problèmes, encore une fois, cardiovasculaires, une réduction de l'espérance de vie. Tout ça, c'est quand même des choses qu'on retrouve chez les borderline. Donc c'est quand même assez intéressant. Et l'idée, c'est que l'adversité précoce, c'est une forme finalement d'environnement insécure et imprévisible pour l'enfant et qui va favoriser finalement les récompenses immédiates. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire de prédiction à plus long terme, vu que c'est imprévisible. Donc en favorisant finalement les récompenses immédiates, un horizon temporel plus court, on n'est pas du tout dans ce que je vous disais au début, où on ralentit le temps et on prend le temps et le truc. Non, parce qu'on est finalement entraîné pour s'adapter à choisir les stratégies les plus risquées et aux bénéfices les plus courts. Et du coup, ça va diminuer le sentiment de contrôle personnel, probablement diminuer le sentiment d'agentivité, et favoriser donc un soi fragile. Tout ça, c'est des questions qu'on va essayer d'explorer. Alors ça, c'est une figure justement d'un papier de Nadège sur lequel on avait travaillé pas mal de temps d'ailleurs, pour essayer Alors, juste la figure, pour vous donner le contexte, on avait voulu regarder, puisque c'était un des objets de sa thèse, disons que sa thèse portait sur le stress, de manière générale, et on l'avait regardé dans deux domaines très 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 différents, qui étaient les interactions précoces mère-bébé et la pathologie borderline. Même si dans sa thèse elle-même, on n'a pas pu, parce que c'était trop de boulot, on a fait, vous le verrez après, tout un travail expérimental qu'il fallait développer. Et donc finalement, je vous raconte 4 thèses différentes qui ont contribué finalement aux quelques recherches que je vais vous montrer. Mais
cet article-là, donc c'était à un moment donné un peu théorique de la thèse de Nadège, où on avait décidé de regarder comment, dans la littérature, les chercheurs qui s'étaient intéressés aux pathologies borderline et aux facteurs de stress et à la gestion du stress, qu'est-ce qu'ils en avaient dit? Alors, la revue de la littérature est extrêmement vaste parce que le stress, vous pouvez, je ne vous l'ai pas montré dans les diapos introductifs, mais vous pouvez l'étudier à partir de ce qu'on appelle les hormones de stress, cortisol par exemple, mais vous pouvez aussi l'étudier à partir des réactions, les autres réactions physiologiques au stress, en particulier par exemple le cœur qui bat, la respiration qui va vite. Vous avez aussi des épreuves de stress. Bon, je vous en montrerai une tout à l'heure. Enfin, il y a plein de façons d'étudier ça. Vous pouvez faire de l'imagerie aussi dans des contextes ou dans des expériences stressantes ou pas. Bref, cette littérature, finalement, elle foisonnait, mais elle nous avait amené quand même à revenir aux fondamentaux que je vous ai dit au début, c'est-à-dire il y a des phénomènes aigus d'adaptation, et puis il y a des phénomènes chroniques d'adaptation. Et c'est pour ça que la littérature est difficile à interpréter. Et ce qu'on avait essayé de mettre sur cette diapo, c'est d'une part en haut les facteurs de risque que l'on retrouve associés à donc des événements stressants chez les borderline, donc en particulier tout ce qui est les facteurs environnementaux dont je vous ai déjà parlé, mais aussi une forme de vulnérabilité personnelle ou dimensionnelle qui s'inscrit avec le temps, puisqu'ils ont des difficultés de régulation émotionnelle, puisqu'ils vont avoir une inhibition, un contrôle de leur impulsivité un peu plus difficile. Tout ça, ça les met en situation à risque aussi. Et du coup, au milieu, vous avez ce sens du soi qui est fragile, qui a des conséquences sur les relations du coup interpersonnelles. On aurait pu rajouter l'attribution, je ne sais pas si on l'avait mis sur cette diapo, non, mais on vous a dit un certain nombre, on a mis sur cette diapo un certain nombre de ressentis qu'ils ont quand on parle avec eux et qu'ils sont plutôt tranquilles et qu'ils sont capables de vous dire les choses. Ils vous parlent de sentiments de vide, de dépressivité, de difficulté à mentaliser, de peur de l'abandon, alors ils ne disent pas attachement insécure, mais ils vous racontent leurs difficultés relationnelles, vous le comprenez comme une insécurité de relation. Et puis quand on regarde la symptomatologie, on a, au-delà de ce conglomérat, ils viennent consulter souvent quand il y a des moments de passage à l'acte, acting out en anglais. Donc ça peut être soit des automutilations, soit des prises de risque, soit parfois de l'agressivité et un peu de violence. Et puis ils ont aussi parfois, je vous le montrerai dans une observation clinique, des moments de dissociation. Et ils peuvent faire des petits épisodes psychotiques brefs. D'ailleurs, avant la terminologie borderline moderne, il y avait, dans les années 50, des gens qui parlaient de schizophrénie névrotique, pour parler des borderline. Et c'était la seule schizophrénie de meilleur pronostic, puisqu'elle s'améliorait avec le temps, ce qui n'est pas l'histoire naturelle des schizophrénies, surtout avant la découverte des antipsychotiques. Et cette construction, ça c'est une diapo que je dois à Axel Battista, parce que j'aime beaucoup l'image, qui est donc un autre thésard qui a travaillé sur la pathologie borderline, et je vais vous présenter une étude épidémiologique qu'il a faite. Je trouve l'image qu'il avait trouvée très saisissante pour montrer justement cette difficulté de construction. Avec, alors les psychanalystes disent un mot fragmenté, bon, peu importe la théorie, parce que finalement tout le monde décrit la même chose. Donc une conscience de soi altérée et des représentations mentales qui sont souvent biaisées vers le négatif et parfois contradictoires. Alors, avant de passer à deux petites recherches que je vous présenterai rapidement, mais pour montrer d'où viennent quand même toutes ces idées, c'est pas juste... les psys divaguent souvent, donc c'est peut-être de la divagation, mais disons qu'elle essaye de s'ancrer un petit peu. Une adolescente, c'est une histoire clinique très ancienne, elle avait, quand je l'ai connue, elle avait 13 ans. Elle avait une maladie du poumon d'oiseau. C'est une maladie assez sévère du poumon, qui est une maladie interstitielle, qui est liée à une allergie qui se poursuit au-delà de l'exposition. En fait, ça crée une maladie interstitielle. Et elle était suffisamment sévère pour que, depuis 3 ans, elle avait de l'oxygène
au moins 18 heures par jour, ce qui est beaucoup pour un adolescent. Et au demeurant, elle avait été hospitalisée quasiment en continu depuis 15 mois. Et quand on avait fait le nombre d'hospitalisations sur l'ensemble de sa vie, il y avait 3 ans cumulés. Donc c'est beaucoup pour une adolescente de 13 ans. Dans son histoire d'adversité, je vous ai mis que l'essentiel parce que c'est Émile Zola. Elle est le fruit d'un viol. Il y a une rejet, une violence familiale tout à fait importante, puisque quand le diagnostic de maladie du poumon d'oiseau a été fait à l'âge de 6 ans, les pneumologues qui avaient vu la gamine à l'époque avaient dit à la maman, bah, écoutez, votre fille a une maladie du poumon d'oiseau, il faut enlever les oiseaux à la maison. Et donc la maman a dit, bah, gardez ma fille, moi je garde les oiseaux. Et elle est partie. Donc elle a été abandonnée, pupille de la nation, etc. Et elle s'est retrouvée donc, dans des familles d'accueil, des foyers, et beaucoup hospitalisée à cause de sa maladie. Et quand on nous l'a adressée, elle était dans une situation qui était qualifiée de suicidaire par les pédiatres qui la connaissaient, puisqu'elle refusait son oxygène et que donc, ça la mettait en insuffisance respiratoire. Et il y avait une espèce de... Et pour eux, c'était un équivalent suicidaire. Bon. En fait, elle a été hospitalisée donc, dans mon service. À l'époque, ce qu'on avait, nous, compris, et je vous la fais très brève, au bout de 3 mois d'hospitalisation, c'est qu'en fait, c'était une conduite qui était pas tout à fait une conduite suicidaire selon nous, mais c'était plutôt une conduite qui était adressée aux pédiatres parce qu'elle était extrêmement angoissée à l'idée de devoir passer en pneumologie adulte. Et que finalement, ses parents substitutifs, c'était plus les docteurs que les familles d'accueil où elle avait été accueillie. Donc c'est assez triste comme situation, mais le fait d'avoir pu évoquer tout ça, ça l'avait quand même beaucoup apaisé, amélioré, et finalement, elle a pu sortir du service et continuer son bonhomme de chemin. 1 an plus tard, on m'appelle et on me dit « ça va pas du tout, elle est complètement folle, elle est aux urgences de Necker, donc un hôpital pédiatrique, où elle était venue pour faire, je crois, un bilan pneumo. Et je ne doute pas de la description qui m'est faite par les collègues. Et puis, bon, on essaye de s'organiser pour la prendre au plus vite. Et puis finalement, on la reçoit 3 jours après, ce qui est un peu une gageure dans mon équipe, parce que souvent c'est assez long les hospitalisations. Et puis, quand elle arrive, elle n'est plus du tout psychotique. Pas du tout. On la reconnaît, on se salue. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce moment psychotique bref, finalement, elle l'a vécu en fait à un moment émotionnel extrêmement douloureux pour elle, puisqu'en fait sa meilleure amie avait une mucoviscidose. Elle était dans des services de pneumo, donc forcément elle connaissait d'autres ados qui avaient des maladies pneumologiques ou pulmonaires. Et en fait, pendant qu'elle était hospitalisée, son amie est décédée de sa mucoviscidose. Donc elle était très touchée par le décès de cette amie. Et je pense que ça a quand même beaucoup contribué à son épisode psychotique. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant son épisode psychotique, elle a parlé d'un frère. Alors tout le monde pensait que c'était du délire. Et heureusement, là pour le coup, il y a d'excellents éducateurs et assistants sociaux à l'aide sociale à l'enfance. Là, je ne sais plus si c'était une assistante sociale ou un éducateur qui s'occupait d'elle, mais en tout cas, elle a eu la bonne idée d'aller regarder dans les registres de l'aide sociale à l'enfance et elle a retrouvé un frère, lui aussi abandonné. Et c'est plutôt pas mal que finalement, parce que l'aide sociale à l'enfance avait perdu trace de la fratrie, par contre, en tant que fratrie, je veux dire. Parce qu'en fait, la maman, si j'ai bien compris ce qui m'avait été dit à l'époque, je crois qu'elle avait abandonné au moins 4 ou 5 enfants. Donc je pense qu'elle avait quand même un profil un peu borderline aussi, la maman. Mais bon, ça j'en sais rien, je ne l'ai jamais rencontré. Voilà, je vous ai mis toute la symptomatologie à gauche, ce n'est pas le plus important. Mais c'est juste pour montrer que ces épisodes psychotiques brefs peuvent être suffisamment intenses, encore une fois, pour alerter au point de chercher une place d'hospitalisation en urgence et finalement une récupération relativement rapide dans un contexte émotionnel particulier. Alors, brièvement, comment est-ce qu'on a travaillé sur le stress et les borderline donc c'est une partie de la thèse de Michel Spondenkiewicz, qui lui ne travaillait que sur le stress, une partie de la thèse de Nadège, et puis finalement on a terminé aussi, grâce à Aveline, ce travail, parce que Nadège venait de soutenir sa thèse. Alors là, vous avez le schéma général de ce que je vous ai dit au début. Si le stress a une valeur individuelle, mais aussi communicative,
Ça veut dire que moi, en tant qu'individu, je peux juger mon stress, mais si vous me regardez en train de faire ma conférence, vous pouvez aussi juger si vous me trouvez un peu stressé à la folie, pas du tout, passionnément. Vous savez. Parce qu'en fait, on peut observer les gens. Et on voit s'ils sont stressés, pas stressés, enfin à l'aise, pas à l'aise, enfin peu importe. Donc en fait, le stress, il est à la fois hétéro-perçu et auto-perçu. Tout le principe de l'expérience, il est basé sur ça, c'est-à-dire la valence du stress comme outil de communication, donc reçu par quelqu'un qui peut le percevoir, et le stress comme je me donne un indicateur à moi-même et je me sauve s'il y a un loup ou je sais pas, un bandit qui arrive. Donc, l'épreuve de stress, c'était quand même pas le loup dans la pièce, ni le lion, c'était juste un exercice de mathématiques, de calcul mental. Et un exercice de calcul mental, un peu sioux, je vous le dirai peut-être après. Et ce qu'on faisait, c'est que le sujet, en fait, on enregistrait pendant l'expérience de stress énormément de paramètres. Et puis après l'expérience, on demandait aux personnes de revoir la vidéo d'eux-mêmes, en train de faire le test, et on leur demandait, voilà, à quel moment vous avez commencé à être stressé, etc., etc. Et comme le test était progressif, avec, je ne sais plus, 6 ou 7 étapes, en général, ils disaient, moi c'était dès la 2e étape, d'autres ils disaient dès la 4e étape, enfin oui, il y avait une sorte de progression. Et puis d'un autre côté, ces vidéos-là, on les montrait à des cotateurs extérieurs. Okay. Alors, cette expérience-là, on l'a d'abord fait avec des étudiants ingénieurs, pour bien la finaliser d'une certaine manière. Et on avait fait l'hétéro-perception du stress, comme c'était des étudiants adultes, il n'y avait pas trop de problèmes, on avait demandé un comité d'éthique, mais il n'y avait pas de problème de vulnérabilité, de machin. Donc on avait fait les cotations par crowdsourcing. Donc on avait pu avoir 250 cotations des vidéos, ce qui nous a permis vraiment d'avoir un truc assez solide d'un point de vue du stress hétéro-perçu en tout cas. Après, l'auto-perception, il n'y a que le sujet lui-même qui peut en parler. Dans l'épreuve pour les borderline, là on ne pouvait pas faire ça parce que comme il y avait potentiellement des borderline, il y avait aussi des témoins. Le comité d'éthique, et nous de toute façon on avait aussi décidé qu'on ferait les cotations nous-mêmes. Et en l'occurrence, c'est je crois Nadège qui les a toutes faites peut-être ou... Ouais c'est ça, voilà. Alors l'expérience c'était ça, donc je vous ai dit le calcul mental, donc on projetait un écran que vous avez à gauche de vous, enfin de la diapo. Et puis, donc le sujet était debout, vous voyez son écran, et on lui disait, voilà. Alors l'écran, il y avait aussi des jauges. Donc il y avait une jauge de temps, donc il voyait le temps pour répondre qui allait de plus en plus vite quand ça devenait stressant. Et puis il y avait aussi une jauge où on lui faisait comprendre le score qu'il avait par rapport aux autres. Et en général, on le mettait très très nul quand même. Hein. Du coup, c'était stressant quand même de savoir. Alors c'était plutôt dans la fin des épreuves du test. Et donc nous, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on faisait? On avait tout un recueil de données physiologiques, donc respiration, électromyogramme, conductance cutanée, parce que vous savez, quand vous êtes stressé, des fois vous transpirez un peu, hein, donc ça joue sur la conductance cutanée. Il y avait la respiration, je crois que c'était ça, hein, les 4, ouais, à peu près. Ensuite, on avait toute une série de mouvements qui pouvaient être extraits à partir de vidéos. Donc on avait un squelette, une vidéo 2D, une vidéo 3D. Donc là, les ingénieurs nous avaient fait plein d'algorithmes pour mesurer des choses automatiques, les petits mouvements d'oreilles, les mouvements d'épaule, les choses comme ça, etc. On avait aussi les mouvements faciaux, donc avec un ingé qui a un algo pour les mouvements faciaux qui est juste stratosphérique. On avait aussi le cortisol avant, après l'expérience. Bon. Alors je vais vous montrer une petite vidéo pour le plaisir de voir comment ça se passe expérimentalement parlant. Ça marche ou ça marche pas? Ah. Et des fois quand on change de truc, je ne sais pas pourquoi ça ne se lance pas.
C'est marrant, comme quoi, hein, là, il faut faire à côté du truc. C'est vraiment, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a voulu me stresser là pendant la... Ah, ces machines. Hein. Et... Ah, on n'a pas le son par contre. Bon, je vais vous le raconter. Donc voilà Aveline. Voilà. Donc ça, c'est un témoin. Hein. Donc on avait d'abord le cortisol. C'est cortisol salivaire, c'était pas bien méchant. On mâchonne, on mâchouille, ou je sais pas comment on dit. Voilà. Et on fout ça dans un petit tube et ça part au laboratoire. Alors là, c'était un peu compliqué. Il y a quelque chose qui ne va pas ? Non, mais c'est souvent, en fait, il y a souvent des vieux trucs HDMI et il faut des HDMI plus récents pour avoir. Donc là, voilà, c'était quand même équipé. Voilà le truc de maths qui se prépare. Voilà. Les instructions au début du test. Alors, le fait qu'il y ait quelqu'un qui vous regarde en train de faire le test, ça aussi, c'est un élément stressant. Donc, c'était important hein, pour le test. Voilà, et là, vous allez, en temps réel, ce qu'on enregistre. Donc, vous voyez qu'on enregistre tous les paramètres physiologiques. Hein. On fait des extractions aussi du visage de manière automatisée. Donc, on a tous les petits mouvements du visage pendant ce test. Le squelette aussi à droite. Et à partir de là, on va pouvoir s'amuser avec des techniques d'apprentissage machine pour essayer de comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on a eu au niveau du comportement? Alors, au niveau du comportement, on a retrouvé ce qu'on savait déjà, c'est que les borderline sont de toute façon beaucoup plus stressés que les contrôles. Donc, vous avez les proportions, hein, les borderline sont en foncé et les contrôles sont en clair. Et vous avez à gauche l'autoperception et à droite l'hétéroperception. Et ce que l'on voit, c'est que l'hétéroperception, finalement, est beaucoup plus sensible hein, que l'autoperception. Alors, ce qu'il faut essayer de comprendre, alors cette diapo, elle est un peu compliquée, je vais essayer de la simplifier, mais elle est le résultat, donc comme on avait énormément de paramètres qu'on mesurait pendant l'expérience, dans la première expérience que je vous ai dit avec les étudiants, on connaissait les paramètres qui étaient corrélés au stress. Et on avait un système de calcul par simulation de ces paramètres qui était capable de prédire les personnes qui étaient stressées, à quel moment elles étaient stressées. Avec un niveau de précision, vous voyez là, vous avez, quand on mettait tous les paramètres ensemble, physio, corps, visage, donc tous les types de paramètres possibles, vous voyez, on arrive à une prédiction qui est quasiment à 90%. C'est beaucoup hein, pour une épreuve de ce type-là. Quand on fait des échelles cliniques, quand on a 80%, on est content. Hein. Donc on est extrêmement performant. Tellement performant qu'on voit de différence nulle part. Le système fonctionne trop bien, presque. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est ça que je voudrais commenter, c'est quand on met que les vidéos du corps. Donc c'est le comportement moteur. Alors pourquoi c'est plus intéressant? Parce que le comportement moteur, c'est ce qu'on voit le plus quand on fait l'hétéroperception, pour juger. Hein. Parce que voir si quelqu'un transpire, c'est un peu compliqué. On peut voir éventuellement rougir. Des fois, il y a des gens qui rougissent quand ils sont stressés, mais c'est plus rare. Mais ce qui se voit le plus, c'est quand même les aspects moteurs. Et bien là, il y a une dissociation, c'est-à-dire un résultat qui est complètement opposé, alors que c'est le même système qui calcule, hein, et qui sait très bien calculer. Quand vous regardez les contrôles, c'est l'autoperception qui est mieux prédite par le système que l'hétéroperception. C'est-à-dire que le sujet normal est capable de mieux se juger qu'un évaluateur extérieur. Par contre, chez les borderline, vous avez l'inverse. Et vous voyez que ce pattern, il se retrouve même quand on fait la physio seule et quand on rajoute le visage, même si la différence est plus faible, parce qu'encore une fois, c'est tellement performant qu'on finit par y arriver. Et ça, pour moi, ça traduit le déficit d'insight.
Parce qu'on avait un système, le système de machine learning, il est neutre par rapport à l'expérience. Lui, il a des paramètres et il fait son calcul. Donc vous comprenez? Et c'est quand même pas mal, expérimentalement, d'avoir pu mesurer, ce que tous les cliniciens décrivent, cette difficulté à avoir un regard sur soi. En sachant que l'hétérostress et la mesure de l'autostress et de l'hétérostress sont très fortement corrélés. On n'est pas en train de parler de choses qui sont très différentes. Parce que quand je me juge, quand quelqu'un me juge, il y a une forte corrélation. Je ne sais plus combien elle était la corrélation, je ne l'ai pas mis sur la diapo, mais elle est assez forte. Deuxième expérience, et c'est deuxième recherche que je voulais vous présenter, et puis on aura fini, c'est la théorie d'histoire des vies dans la grande cohorte américaine NESARC. Alors pourquoi elle est intéressante cette cohorte? Parce que c'est une cohorte longitudinale américaine où vous avez 50 000 sujets. C'est énorme. Avec plein de diagnostics possibles et imaginables et plein d'événements qui ont été mesurés de santé physique, etc., etc. Et ce que l'on a fait dans cette cohorte, on leur a demandé de nous envoyer tous les patients de cette cohorte, puisque c'est une cohorte psychiatrique, qui avaient donc un diagnostic de pathologie borderline à l'âge adulte, donc là ce n'est pas des adolescents, c'est des adultes, et de nous envoyer toutes les données qui concernaient l'adversité de vie et toutes les données qui concernaient ce qu'on appelle la santé physique. Donc il y a des données à la fois métaboliques et des données de sexualité. Okay. Et ce que l'on a fait, c'est mathématiquement, on a regroupé tous les événements de vie. Alors là, c'est un peu petit, c'est peut-être lisible là, mais vous avez abus sexuel, abus physique, abus verbal, donc c'est négligence, trauma, dysfonction dans la famille, maladie d'un parent, aide financière, aide sociale. Donc vous avez donc tout un contexte de vie difficile et on l'a regroupé en une seule variable, okay, qui s'appelle Childhood Adversity. Et Childhood Adversity, donc l'adversité de l'enfant dans l'enfance, prédit la pathologie borderline à l'âge adulte. Bon, ça, on le savait déjà. Là, on n'a rien. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi fait une autre variable qui a pris tous les facteurs cardiovasculaires, donc le body mass index, donc qui peut se traduire par l'obésité ou pas, le fait d'avoir des problèmes métaboliques, du diabète, une hypertension artérielle, etc. Et puis, il y avait des variables très générales sur l'état de santé des personnes. Okay. Et puis de l'autre côté, on avait des variables de sexualité, première relation sexuelle, combien d'enfants, combien de mariages, enfin tout là. Et en fait, toutes les variables allaient dans le même sens que la théorie d'histoire de vie que je vous ai décrite. Et bien à ce moment-là, cette variable, on l'a appelée Health Reproduction Trade-off, c'est-à-dire c'est des choix à la fois sexuels et énergétiques, c'est exactement la théorie de l'évolution. Ben, quand vous rajoutez cette variable-là, à ce moment-là, vous augmentez votre prédiction de troubles borderline. Et c'est plus visible en fait sur ce schéma-là. Hein. Là, vous avez le nombre de borderline que vous prédisez. Je ne sais pas si on voit ma flèche d'ailleurs à l'écran. Non, c'est la rose orange. Ça, c'est le nombre de borderline que vous prédisez avec simplement les expériences de vie précoce difficiles. Et quand vous rajoutez la variable intermédiaire de trade-off, à ce moment-là, vous augmentez votre résultat pour arriver à la bleue en haut. Hein. Donc en fait, dans cette finalement étude épidémiologique, en tout cas on valide, ou disons que cette étude épidémiologique conforte l'idée de cette théorie d'évolution pour parler des pathologies borderline. Alors pour conclure, c'est ce que je vous ai dit, l'adversité précoce influence. Alors, non, pardon, ça je ne vous l'ai pas montré, mais on a fait aussi des travaux sur comment l'adversité précoce, c'est les travaux d'Aveline, comment l'adversité précoce influence même la maturation cérébrale. On l'a regardé dans une cohorte d'adolescents qui s'appelle Imagène. Et dans cette cohorte, pour faire simple sur le résultat, c'est que quand on regardait adversité et organisation cérébrale d'un adolescent bien portant, c'est une étude sur les adolescents bien portants, on ne voyait rien du tout. Par contre, si on regardait
comment s'organisait le cerveau si ces adolescents avaient eu une puberté un peu plus précoce. À ce moment-là, les adversités dans l'enfance avaient une traduction anatomique. Discrète, hein, c'est pas du tout... mais quand même, c'est pas inintéressant parce que ça, du coup, ça nous conforte encore une fois sur cette hypothèse de théorie d'histoire de vie. Et donc maintenant, ça a été la fin de la thèse de Nadège, on a recruté des borderline pour voir comment eux se comportent par rapport aux histoires de vie et aux mêmes épreuves qu'il y a dans l'étude Imagène. Deuxième élément, les stratégies d'adaptation rapides, elles se produisent plus souvent, hein, ce choix de stratégie d'adaptation rapide, plus souvent chez les borderline, et ça illustre finalement la pertinence de la théorie d'histoire de vie. Les cas les plus graves, ils sont associés à des tendances suicidaires, à une apparition plus précoce et à plus d'anxiété. Donc ça, cliniquement, c'est quand même des choses qu'il faut aller regarder. Et je vous ai illustré sur un mode un peu expérimental une réalité clinique que vous connaissez, qui sont que les patients, les adolescents borderline manquent d'insight. Et on émet l'hypothèse qu'ils manquent également d'agentivité. Donc on a eu un autre protocole qui démarre, où on a fait une expérience aussi pour mesurer l'agentivité en utilisant un jeu vidéo. Comme les adolescents aiment bien les jeux vidéo, on s'est dit que ce serait une épreuve qui serait assez simple à passer. Alors en même temps, je vous ai dit au début, peut-être que le titre aurait dû être « État borderline à l'adolescence », parce que c'est illustré sur cette figure. Quand on regarde la trajectoire à un temps T d'adolescents qualifiés de borderline ou diagnostiqués borderline à un temps n plus 1, on va dire, vous voyez là, c'est 4 ans de follow-up, donc c'est 4 ans plus tard, ben vous voyez qu'en fait, vous en avez la trajectoire 3, c'est-à-dire toujours borderline, c'est seulement 40%. Hein. Beaucoup, finalement, hein, presque autant, 35-36%, ne vont plus être borderline 4 ans plus tard. Donc c'est pour ça que dire personnalité, c'est peut-être un peu impropre pour des adolescents, et qu'on pourrait dire état. En même temps, ce genre de courbe, c'est presque vrai pour tous les diagnostics à l'adolescence. Et quelque part, 44% de stabilité à 4 ans, en fait, c'est une des pathologies, les borderline, qui est les plus stables à l'adolescence. Donc ce n'est pas non plus absurde de parler de personnalité. C'est un débat. Je vous le laisse à votre sagacité. En tout cas, sur le plan de la prise en charge, tout ça c'est quand même pour arriver à accompagner, la prise en charge elle est toujours centrée autour d'un projet psychothérapique et d'une prise en charge sociale et familiale. On ne peut pas prendre en charge un adolescent borderline sans tenir compte de la famille, de ses difficultés éventuelles et également d'intervenir sur le plan social. Alors c'est social au sens très large, hein. Ça peut être pour certains scolaires, ça peut être social pour d'autres, ça peut être ce que vous connaissez d'ailleurs dans les maisons des ados très bien. Il y a toujours une priorisation, alors ça c'est peut-être un biais un peu médical, mais bon, on est ce qu'on est, qui est l'idée de contenir les passages à l'acte et les épisodes dépressifs, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que les adolescents borderline peuvent faire aussi d'authentiques dépressions, c'est-à-dire qu'ils ont une dimension de dépressivité dans la définition finalement des états borderline, mais ils peuvent aussi, à certains moments, faire d'authentiques dépressions qui vont être particulièrement à risque suicidaire. Donc, après, pour les moments aigus, bon, bah, on a différents dispositifs. Ça va de la consultation intensive ambulatoire jusqu'à l'hospitalisation, des consultations d'urgence, parfois l'utilisation de psychotropes quand vraiment l'anxiété est trop importante. Mais je crois qu'il faut toujours avoir, quelle que soit sa place, hein, qu'on soit éducateur, docteur ou autre, une certaine disponibilité. Ça, c'est à cause du trouble de l'attribution et du sentiment d'abandon. Si vous n'êtes pas suffisamment disponible avec les borderline, vous ne pouvez pas vous engager. Vous devez leur montrer une certaine disponibilité. Ce n'est pas juste théorique. Il faut que ça soit incarné. Deuxième élément, c'est qu'il faut souvent aborder les aspects émotionnels en même temps que les aspects intellectuels. C'est probablement une des choses les plus difficiles à faire. Parce que leur mode de communication, ils sont souvent dans l'immédiateté et extrêmement paradoxaux parfois.
Et alors, en fonction des moments, vous allez privilégier plutôt l'un, plutôt l'autre, pour essayer de ramener à l'un et ramener à l'autre, pour leur montrer que c'est les deux ensemble. Alors, c'est vrai qu'il y a un élément qui est souvent important, c'est de reprendre avec eux tout ce qui est distorsion de la réalité et transfert négatif. Ça a été très décrit par les premiers psychanalystes qui se sont occupés de borderline. Mais le transfert négatif n'est pas spécifique des psychanalystes. C'est avec n'importe quel clinicien. Quand un ado ou un enfant il va voir un psy, il s'en fout de savoir ce qu'il est. Hein. Pour lui, c'est un adulte qui va vaguement essayer de s'occuper de lui. Et en plus, eux, ils ne leur font pas très confiance. C'est nous qui disons, moi je suis ceci, moi je suis cela. Ça ne veut rien dire pour un adolescent. Mon docteur ou mon psychologue, il est psychanalyste. Ou il est comportementaliste. Ou il est cognitiviste. Ça, c'est vraiment une projection des soignants. Hein. Eux, ils voient des adultes et parfois, ils n'ont même pas conscience qu'on peut leur être utile. Donc, on est loin du compte. Non, mais c'est vrai. Avec les borderline. Moi, je dis souvent aux plus jeunes, et là, il y a quand même pas mal de jeunes dans la salle, moi, je dis souvent aux plus jeunes, quand un borderline, il vient à vos rendez-vous, vous avez déjà fait une grande partie du boulot. Donc moi, quand on me dit « Oh oui, mais il ne veut pas venir au rendez-vous », je lui dis bah, « Allez-y. Allez chez lui, allez à l'école, allez les rencontrer. » Moi, j'entends trop d'équipes qui disent encore bah, « On attend qu'il vienne. » Bah oui, bah, il ne viendra pas. Il y en a même qui refusent qu'il soit accompagné des fois. On a touché le fond là. Alors, repérer et souligner les défenses. Alors les défenses qu'on retrouve souvent, c'est trouble de l'attribution, identification projective, clivage, déni, projection, omnipotence, idéalisation, mais souvent idéalisation très très narcissique, archaïque. Et puis, c'est pas facile de travailler avec des borderline, donc il faut aussi essayer d'avoir un peu d'insight et de repérer ce que ça suscite en soi. Donc, d'un point de vue des thérapies qui ont on va dire des études bien faites d'evidence-based medicine, comme on dit, chez les adolescents borderline, vous avez des psychothérapies psychodynamiques, vous avez les thérapies cognitivo-comportementales, les thérapies dialectiques émotionnelles et les thérapies dites centrées sur l'attachement. Alors, c'est une traduction de l'anglais qui n'est peut-être pas d'ailleurs très... Mais finalement, vous voyez bien que toutes ces thérapies, elles vont finalement cibler une des composantes. Et je ne serais pas étonné que dans peu de temps, on nous dise que c'est finalement les thérapies intégratives qui sont les mieux, c'est-à-dire qui utilisent finalement différents dispositifs, puisque vous savez que quand même, dans la pratique contemporaine des psychothérapies, il y a beaucoup, beaucoup moins de clivage que quand moi j'ai fait mes études où quasiment certains psys ne parlaient pas à d'autres juste parce qu'ils n'avaient pas la même étiquette, quoi. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et vous avez en photo... Alors non, je n'ai pas la photo d'Aveline ni d'Axel. D'ailleurs, si tu en as une, je veux bien. Donc les 3 thésards essentiels de ce travail, Nadège, Aveline et Axel. Et puis les collaborateurs, donc ingénieurs, c'est avec l'équipe de Mohamed Chetouani à l'ISIR, Institut des systèmes intelligents et de robotique. L'imagerie que je ne vous ai pas montrée, donc c'est avec l'équipe de Jean-Luc Martineau. Et puis tout ce qui était agentivité, cohorte Nézard, qu'on a fait ça avec Pierre-Olivier Jacquet, qui est un épidémiologiste à l'ENS. Merci de votre attention. C'est à quelle heure le match de rugby? Ah, 21h. Bon. On va prendre pour ceux qui veulent rester encore un peu avec nous un petit temps de discussion. Alors, merci beaucoup pour cet exposé. Merci pour la photo où j'étais jeune. C'est bien. Et surtout, je voudrais souligner, je trouve ça vraiment intéressant pour des situations cliniques comme ça, des borderline, et tu l'as répété, c'est pas facile, c'est compliqué, ils nous mettent parfois en difficulté. Et les
familles aussi sont en difficulté, il y a souvent l'idée ou l'impression que ils sont incompréhensibles, quoi. Un jour ci, un jour ça, ils sont imprévisibles, on ne sait pas quoi demain sera fait. Elle allait très bien et ce soir, elle s'est scarifiée complètement. Voilà, et avec des parents et des environnements qui sont dépassés. Et donc, je trouve ça d'autant plus important de faire de la recherche. Alors parfois, c'est théorique, parfois c'est un peu, ça paraît loin de la clinique, mais ça nous dit qu'en fait, ils ne sont pas si incompréhensibles que ça. Et qu'il y a quand même vraiment des mécanismes qui sous-tendent les comportements et qu'il y a même une intelligence évolutive derrière tout ça. Avec effectivement, si l'environnement il est menaçant et on ne sait pas de quoi demain sera fait, faut peut-être se dépêcher pour faire ce qu'on a à faire, peut-être prendre du plaisir là où il y a prendre du plaisir, se reproduire, et puis voilà, et puis bon, de toute façon, on n'est pas dans une recherche je dirais, de maintien, de maintenance plutôt de la machine, mais plutôt d'aller vite dans la vie. Et c'est aussi des choses je reviens vers le soin et les institutions, on est souvent en décalage vis-à-vis d'eux. Alors à la FDA, on essaie justement de lutter un petit peu contre ça par rapport à d'autres structures où il y a des délais d'attente importants. Les borderline, ils ne peuvent pas trop attendre. Et donc effectivement, il faut être réactif, il faut être disponible, il ne faut pas non plus être complètement dans le collage et la réponse immédiate en miroir au fait qu'ils veulent tout de suite. Mais effectivement, si on arrive à trouver, je dirais, un tempo commun, une temporalité où finalement on a répondu suffisamment vite et ils ont accepté de venir avec nous et ils acceptent un petit peu je dirais, de danser dans le même tempo que nous. De ralentir. De ralentir et qu'on arrive à trouver une temporalité commune, en effet, c'est déjà pas mal, quoi. C'est déjà beaucoup. Voilà. Complètement d'accord. Je ne peux pas, j'ai rien d'autre à ajouter. J'ai même dit les choses de manière beaucoup trop compliquée. C'est vrai qu'on en voit beaucoup. Alors, est-ce que c'est des entre guillemets vrais borderline qui, dans ta diapo, resteraient des borderline, des vraies personnalités borderline, ou est-ce que aussi l'époque favorise un petit peu l'émergence de ces symptômes d'impulsivité, de passage à l'acte, voilà, en tout cas, c'est sûr qu'on en voit beaucoup. L'effet d'époque, je pense, j'y ai répondu partiellement d'abord dans l'introduction parce que effectivement, c'est un diagnostic aussi à la mode et tout ce qui est à la mode est emprunté par les adolescents parce que voilà, ils sont dans leur jus d'une certaine manière. Et puis, quand j'ai pris l'exemple des automutilations, c'est clair qu'on ne peut pas, et pourtant ça fait partie des critères cliniques qu'on va rechercher, et en même temps, tout seul, il n'a pas beaucoup de valeur, puisqu'encore une fois, il est devenu tellement banal actuellement, ce n'était pas le cas, encore une fois, il y a 20 ou 25 ans. Donc oui, bien sûr, il y a des aspects de société, mais en même temps, pour le coup, puisque moi j'ai un service, tu le connais, Nadège, qui est un service dont le recrutement est quand même très biaisé vers des formes les plus sévères. Là, dans les recherches qu'on a fait, nous, je n'ai pas trop de doutes sur les diagnostics. Après, de toute manière, de manière générale, parce qu'il y a aussi d'autres diagnostics qui sont à la mode, hein, par exemple les TOC. Moi, je vois de temps en temps des ados TOC, alors qui ont tous les critères diagnostiques, hein, je ne dis pas que, mais dont l'usage du TOC est presque une conversion. Je ne sais pas si ça vous parle, au sens où ils ont des symptômes de TOC, mais ils n'ont pas du tout le fonctionnement de l'immense majorité des obsessionnels compulsifs que j'ai pu rencontrer. Et leurs TOC ont une valeur communicative familiale, même
dans l'environnement proche, ça peut être avec des camarades, enfin peu importe, qui laisse à penser qu'il y a des bénéfices secondaires, enfin il y a quelque chose qui ressemble un peu comme avec la conversion. Et après tout, pourquoi il ne pourrait-il pas y avoir de conversion finalement vers les pathologies psychiatriques? On n'en parle jamais, mais finalement aujourd'hui, plus personne ne fait des conversions en épistotonos comme les grandes crises de folie du 19e. Bah oui, parce que plus personne n'a ces images, ces représentations, c'est trop vieux, c'est plus du tout contemporain, etc. Par contre, il y a un certain nombre de maladies mentales qui font partie de la société et qui ont une valeur représentative auquel les jeunes vont s'accrocher. Un autre exemple tout récent, c'est l'épidémie de tic pendant la période Covid. Vous avez peut-être vu passer les études, hein, il y en a eu quasiment dans tous les pays du monde. Vous avez une adolescente influenceuse qui a montré un tiqueur ou une tiqueuse, je ne sais plus ce que c'était, sur TikTok. Et vous avez eu une épidémie de consultations pour syndrome de Gilles de la Tourette dans plein de consultations dans le monde. Et d'ailleurs, les articles étaient publiés, ça s'appelait TikTok, avec le réseau social, qui est un réseau social. En plus, il était déjà présent, mais c'était vraiment l'objet de la jeunesse. Et donc ça, c'est une épidémie et ça a été très bien décrit, parce qu'en plus, il y en avait plus dans certains lycées, donc on voyait bien l'effet du réseau, etc. Et c'était des équivalents conversifs. Alors dans un contexte qui était le contexte du confinement et du stress du Covid, où les jeunes ont commencé à exprimer anxiété, dépression sous toutes ses formes, mais aussi celle-là. Donc oui, il peut y avoir des effets de société avec tous nos diagnostics. Pour autant, ça renvoie quand même, après on fait du diagnostic différentiel, ça renvoie quand même à une certaine fragilité de l'adolescent, parce que tous les adolescents ne vont pas aller puiser dans ces représentations pour exprimer leur mal-être. Peut-être avec un micro, on ne vous entend pas du tout. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de phénomènes d'appartenance à un groupe, justement, de ces adolescents qui se sentent isolés, différents, rejetés, qui ne se regardent pas, c'est la faute des autres, et qui vont sur les groupes, sur les réseaux sociaux, et qui en fait entretiennent un petit peu et se passent un petit peu. J'ai l'impression que c'est une appartenance à un groupe aussi. Oui. Alors, merci de votre remarque, parce que c'est quelque chose sur lequel je ne me suis pas tellement étendu. Mais en fait, dans la théorie de l'évolution, un des éléments qui est extrêmement important pour comprendre justement la psychopathologie, c'est de faire la différence entre les aspects individuels de la personne et les aspects collectifs. Alors les aspects collectifs, on les évoque souvent sur le mode du groupe d'affiliation. On a tous un groupe d'affiliation, au sens où quand vous étiez chasseur-cueilleur, le groupe d'affiliation, c'était la tribu. Donc quand vous rencontriez une tribu qui n'était pas la vôtre, enfin quelqu'un d'une tribu qui n'était pas la vôtre, s'il n'y avait pas 36 000 solutions, c'est soit vous vous barriez si vous aviez peur, soit vous preniez votre bourdin et vous lui donniez un coup sur la tête. Voilà, c'était à peu près ça. Bon, puis après, je vous ai dit, il y a eu l'agriculture, on s'est sédentarisé, donc quand même, on est maintenant dans des mégapoles de 10 millions, alors peut-être pas à Toulon, mais quand même, on est nombreux. Et heureusement que chaque fois qu'on se balade dans la rue, moi ça m'arrive de me dire, tiens, celui-là il a une sale tronche, je lui ferais bien croche-pied, je ne le fais pas, j'inhibe. Pourquoi ? Parce que la culture a créé, la culture, c'est l'évolution, a créé des capacités adaptatives collectives pour mieux vivre à 10 millions.
Alors on n'est pas passé d'une centaine de chasseurs-cueilleurs à 10 millions d'un seul coup. Tout ça a eu des étapes. Okay, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est foncièrement racistes, nous les humains. Les mecs qui disent non, l'humain n'est pas raciste, il est ceci, mais pas du tout. On est tous chasseurs-cueilleurs, quelque part. Donc on est raciste. Mais on apprend, avec l'éducation, à respecter les autres, à ce que tout le monde est égaux, etc., etc., enfin toutes ces valeurs que l'on connaît. Ça, c'est de la culture. Et d'ailleurs, c'est tellement fort qu'on est encore raciste que tous les biais de choix vont toujours dans le sens du groupe d'affiliation quand c'est positif et quand c'est négatif, du groupe auquel on n'est pas affilié. Pour les étudiants en médecine, il y a eu un papier magnifique dans le New England Journal of Medicine au début des années 2000 où ils ont montré à 200 cardiologues ou 500 cardiologues, je ne sais plus quels étaient les chiffres, c'était énorme, histoire d'avoir des statistiques, etc. Ils leur ont montré donc des vidéos d'acteurs qui jouaient, bien faites, une angine de poitrine avec risque d'infarctus du myocarde. Et puis vous savez, les Américains, c'est conduite à tenir. Si vous ne respectez pas la conduite à tenir officielle, vous avez un procès, vous le perdez, ça vous coûte un max. Donc ils sont très conduite à tenir, les Américains, quand ils sont dans leur pratique. Voilà. Donc on monte ces vidéos à tous ces docteurs, et les docteurs disent « Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là » Bon. Les vidéos, les différences, c'était quoi? Vous aviez des femmes, des hommes, des blacks, des blancs, des vieux, des jeunes. Je vous passe les détails. Mais c'était tout le contenu était identique. Okay. Eh bien, résultat des courses, vous êtes black, femme, vous avez 4 fois moins de chances d'avoir le traitement recommandé. 4 fois, hein, pas 1,2 fois moins. 4 fois moins que si vous êtes jeune, blanc, mec. Il n'y avait pas l'habillement dans les critères, mais je pense qu'on aurait pu le rajouter. Le résultat aurait été le même. Donc en fait, et pourtant tous ces docteurs, ils ont été formés, serment d'Hippocrate et tout le machin. Bah oui, mais c'est des biens inconscients, en fait. Et parce que ce n'est pas leur groupe d'affiliation. Donc, pour revenir au collectif, puisque vous me parlez des jeunes, c'était votre question. Les jeunes fragiles n'ont pas, justement, suffisamment de groupes d'affiliation. Du coup, ils vont aller chercher à qui s'affilier. Alors, ils vont le faire sur les réseaux. Et moi qui ai eu une grosse activité quand il y a eu l'épidémie des adolescents radicalisés, puisqu'on travaillait avec la préfecture de Paris, etc., pour l'Île-de-France, et je peux vous dire que beaucoup de jeunes, et on a vu les chiffres, hein, 40%, c'était des convertis en quelques semaines. Parce qu'ils avaient été récupérés sur Internet. Alors, il y avait beaucoup de réseaux Internet, machin, etc. Alors, il n'y avait pas qu'Internet, hein, il y avait aussi communautés de quartier, etc. Mais, en attendant, ces vulnérabilités, quand vous n'avez pas de groupe d'affiliation à l'adolescence, ben, vous allez en chercher un. Et manque de peau, si vous tombez sur des sectes ou des groupes d'affiliation qui vous invitent à faire n'importe quoi, ben, c'est une vraie difficulté et ça amplifie du coup les difficultés. Donc oui, c'est vrai qu'il faut toujours regarder comment s'organise, parce que ça renvoie aussi au sentiment de sécurité intérieure. Hein. Le sentiment de sécurité intérieure, il est aussi par des référents. D'ailleurs, on le sait autrement, parce que quand on regarde, par exemple, les conséquences des attentats ou les conséquences des bombardements en temps de guerre, des choses comme ça, etc., souvent, les communautés religieuses sont plus résilientes. Ça a été montré dans plein de contextes différents. Probablement parce que c'est, en termes de collectif, des groupes qui sont beaucoup plus soudés que nos sociétés contemporaines où l'individu est roi et au mieux on va à une manif de temps en temps pour montrer qu'on est solidaire. Et encore, des fois on fait juste un like sur un je sais pas quoi là, MeToo. MeToo. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais bon.
Est-ce qu'il y a des pères dans la salle quand même parce que... Ah, merci. Non, parce que je viens de dire MeToo, je suis obligé. Hein. Borderline qui est suivi, qui se prend en charge correctement. Donc on peut espérer quand ils deviennent adultes, qu'ils aient une personnalité plus stable, qu'ils arrivent à se construire, à se... Ah oui, je crois qu'il faut être tout à fait ambitieux. Parce que l'histoire naturelle est une histoire normalement qui doit s'améliorer. Et d'autant plus qu'il y a un travail de la personne elle-même, mais aussi de son entourage. Oui, il faut garder espoir. Alors ça peut vous paraître facile de dire ça à une estrade, mais il y a vraiment une évolution. Je vous ai remontré dans les chiffres, hein, c'est pas inventé, c'est une étude canadienne celle-là. Il y a vraiment une évolution qui est vers l'amélioration. Ce qu'on cherche aussi à faire, c'est éviter les accidents de vie. Parce qu'en fait, toutes ces situations de stress, de prise de risque, etc., il y a aussi des accidents de vie, malheureusement. Donc, et il y a aussi des pertes de chance, parce que ce n'est pas que des pertes de chance au sens des études, au sens des opportunités, au sens de... Donc c'est pour ça que le travail, ça doit être un travail global, c'est un travail de trajectoire. Moi je dis souvent que quand on travaille avec un jeune qui est dans des difficultés de cette nature-là, est très exclu, parce qu'il s'est exclu, c'est pas parce qu'il n'avait pas des possibilités, c'est souvent des jeunes tout à fait intelligents, hein, c'est pas la question. Quand on arrive à partager avec eux une sorte de ligne de mire comme trajectoire de vie possible pour eux, c'est comme une ligne d'espérance, c'est extrêmement positif aussi. Et puis après, on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver. Hein, c'est aussi une autre manière de leur donner du temps. Ce n'est pas immédiat, bon, c'est une direction vers laquelle on peut aller, puis si on fait des petites sinusoïdales, on fera des petites sinusoïdales. L'autre élément, alors peut-être c'est pour les adolescents les plus âgés, c'est aussi la question de la toxicomanie, hein, et des abus de substances. Parce que ça, c'est vrai que c'est une population aussi à risque de consommation et que vous avez quand même des consommations qui sont très addictogènes et très difficiles à casser, hein, quand on est addict, comme disent les anglo-saxons. Donc ça fait partie des risques évolutifs, mais dans l'ensemble, on doit être optimiste parce qu'il y a des vraies évolutions et des vrais mieux. D'ailleurs, j'ai fait une émission il n'y a pas longtemps. Enfin, j'ai dit une émission. Je ne sais même pas si je devrais dire émission, mais j'appelle ça émission, moi, parce que j'y connais rien. Mais c'était un truc sur les réseaux sociaux, avec justement une borderline, qui est une influenceuse, mais qui travaille beaucoup sur la déstigmatisation de la maladie mentale, ou de la santé mentale. Et le problème, c'est que j'ai oublié son nom. Putain, je suis naze, moi. Comment elle s'appelle? Quand on l'aura retrouvé, Il n'y a pas des jeunes là qui connaissent un peu des... Elle a genre, je sais pas, 40 ou 100 000 followers quand même. Hein. Oui, je sais plus, on m'a dit, moi je... comment elle s'appelle? Bon, enfin bref. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, moi, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, en fait. Ah bah... Il y a beaucoup de choses nouvelles. Donc, j'aimerais juste repartir avec l'idée que vous me dites si j'ai bien compris ou pas. Ouais. Donc, l'état borderline, ça peut être quelque chose de court ou de long. C'est quelque chose qui vient, en fait, de l'environnement. C'est pas génétique. En tout cas, pas démontré aujourd'hui. Et c'est l'incapacité à gérer le stress qui se démontre par différents états que vous avez montrés durant la diapositive. C'est ça? Alors, vous avez compris un certain nombre de choses, pas tout.
D'abord, je n'ai pas du tout parlé de la génétique, et de manière générale, la génétique est très peu contributive à la santé mentale, contrairement à ce qui est dit dans les médias, et par certains scientifiques. Et ça aussi, c'est une raison supplémentaire pour penser que l'évolution est intéressante. Mais je ferme la parenthèse sur la génétique. Pour ce que vous avez dit, en fait, il manque l'idée du développement. Encore une fois, le stress, c'est un système. Souvent, on confond le système de stress avec « j'ai un stress ». Okay. En fait, on devrait dire les stresseurs qui vont activer le système de stress. Okay. Donc, le système de stress, on en a tous un. On a peur, on a le cœur qui bat. Bon. Donc, ce système de stress va être activé de manière particulière chez les jeunes borderline à cause de l'adversité à laquelle ils sont plus souvent exposés. Alors, en même temps, ce que je dis là, ce n'est pas 100% des borderline non plus. Mais une grande majorité des borderline ados, c'est à peu près 70-80%, ont un contexte de vie adverse. Okay. Donc, ce n'est pas une incapacité du stress. Ils ont un système de stress. Enfin simplement, il est, au cours du développement, activé sur un certain mode. Et ce n'est pas que le système de stress, c'est aussi leur modalité comportementale, leur modalité de réaction comportementale, leur modalité d'anticipation des choses, qui fait qu'ils vont avoir cette coloration si particulière au niveau de leur capacité à gérer, encore une fois, les événements qu'ils vont vivre. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple de cette patiente au milieu du topo, parce que je trouve particulièrement parlant l'épisode psychotique bref qu'elle fait au moment du décès de son ami. Pourquoi? Parce qu'elle est débordée émotionnellement par la tristesse et elle ne peut plus gérer. Donc, elle pète les plombs. De manière brève. Vous aviez dit que sa mère était peut-être borderline. Donc, peut-être qu'il y a une corrélation entre la mère et elle reproduit derrière, puisque... Oui, donc c'est génétique, c'est ça? Non, vous n'avez pas forcément parlé de génétique, vous avez dit que c'était un groupe social. Donc, si on reprend vraiment le groupe social, c'est-à-dire qu'elle vient d'un groupe social, admettons, un petit peu inférieur, si on peut utiliser ce terme, mais du coup, la fille derrière a fait cet épisode-là avec la mort de son ami, mais en amont, vous avez dit que sa mère l'était peut-être en abandonnant ses enfants. Donc, je ne sais pas s'il y a une corrélation entre le fait d'avoir été éduqué dans une catégorie sociale vraiment pauvre, ou avec, quand vous avez dit par exemple, ils ont beaucoup d'enfants, ils ont des problèmes de santé, etc. Enfin, je schématise, hein. Mais quelque part, quand la jeune fille a ces problèmes-là, de santé, même si c'est pas... J'ai l'impression qu'il y a quand même une corrélation entre le moment où elle a été éduquée dans ce milieu social-là et ce qu'elle est devenue après. Mais en fait, ça, c'est des choses qui sont... Exemple, mais Non, mais ça, c'est des choses qui sont tout à fait connues. C'est-à-dire que il existe un déterminisme social. Ça, c'est tout à fait connu. Ça a été décrit par les sociologues des dizaines et des dizaines de fois dans des contextes différents. Et souvent, quand les personnes... C'est pour ça qu'il faut réfléchir aussi en notion de groupe d'affiliation. Quand les personnes arrivent à changer de statut social, souvent, ils changent de groupe d'affiliation. Et d'ailleurs, quand vous avez dans des familles qui sont des familles avec pas mal de gens qui sont dans des milieux plus difficiles, etc., quand il y en a un qui réussit, assez souvent, si vous rencontrez ces familles, etc., les autres de la famille disent « lui, il a réussi, il ne vient plus nous voir, il nous méprise ». Donc on voit qu'il y a une rupture de l'affiliation. Et d'ailleurs, souvent, celui qui a réussi dit « moi, je suis bien content d'en être sorti et je suis content maintenant d'aller faire autre chose, machin, etc. » Donc ce que vous décrivez, c'est vrai qu'il y a une force de répétition, mais cette force de répétition, elle est liée, encore une fois, aussi à l'affiliation. Elle est liée à la fois parce que le système d'adversité de vie favorise
le style 1 de la théorie d'histoire de vie. Là, on n'est pas dans la maladie. Mais ce style 1, il est plus fortement associé au borderline. Donc vous allez avoir un renforcement parce que, de toute façon, effectivement, vous allez reproduire des conditions, encore une fois, de parentalité qui vont être plus discontinues et donc plus difficiles pour les enfants à venir. Donc oui, il y a de la transmission. Mais encore une fois, la transmission, loin s'en faut, on est dans une société qui valorise beaucoup trop la génétique. Vous avez 4 manières de transmettre à un enfant, au minimum. Vous avez la génétique, ça je ne dis pas que ça n'existe pas, hein. Il y a de la génétique. Puis après, vous avez la transmission symbolique, hein, les symboles auxquels on croit, les trucs, etc. Vous avez la transmission sociale et vous avez la transmission comportementale. Donc vous voyez qu'il y a de quoi transmettre sans convoquer la génétique, hein. Et là, dans ce que vous décrivez, il y a au moins de la transmission comportementale et de la transmission sociale. C'est le minimum, là. Et peut-être qu'il y a quelques facteurs génétiques qui vont favoriser ça aussi. Mais ce n'est pas le facteur génétique comme, par exemple, dans la trisomie 21, où, bon, bah oui, il y a le chromosome en plus, ça donne une maladie assez précise, machin, etc., et il n'y a pas de question. Oui. En fait, à un moment donné, vous parlez de disponibilité. Moi, ça me pose question. À l'heure actuelle, dans la société dans laquelle on est, dans les difficultés au niveau de l'accès santé, social et tout ça, la disponibilité réduit en fait, leur permettre en fait de ralentir et tout, alors que nous-mêmes, société, on accélère et en fait, là, j'ai un peu de mal. Je me dis, Ah, mais de toute façon, dans la vie de tous les jours, il y a plein de contradictions entre l'individuel et le collectif. Ce n'est pas évident de les mettre en harmonie. Effectivement, la société va beaucoup plus vite sur beaucoup d'aspects, ne serait-ce que les déplacements. J'ai parlé des trains. Et en même temps, je dis quelque chose qui peut vous paraître paradoxal, mais ça a été, puisqu'on parle de santé, de soignants, on en manque dans les hôpitaux, etc. Vous savez, ce que n'avaient pas anticipé nos politiques et nos administratifs qui s'occupent de santé macroéconomique, c'est le fait qu'ils savaient bien qu'en bloquant le numerus clausus, on allait former moins de soignants. Mais ils ne pensaient pas que ce serait la catastrophe qu'on vit aujourd'hui. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas anticipé le fait que en 20 ans ou en 30 ans, vous avez aussi les 35 heures, les gens qui veulent travailler à temps partiel, les gens qui ne veulent plus que le travail soit le seul élément de leur vie personnelle qui soit priorisé, etc. Et en fait, j'ai assisté à une réunion à la DGOS, où ça a été dit, ils ont évalué le temps de travail et le nombre de patients vus par un pH d'il y a 30 ans ou d'il y a 20 ans, je ne sais plus exactement c'était quoi l'année de référence, avec un pH d'aujourd'hui. C'est 1,6 fois plus. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, non seulement il y a eu le numerus clausus, mais il y a aussi le fait que nous sommes une société où la jeunesse, peut-être à juste titre, puisque c'est ce qu'elle réclame, ne souhaite pas que sa vie éveillée, ça soit travailler, 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 travailler. Ils veulent autre chose. Ça peut ressembler un peu à ce que disaient les ouvriers, entre parenthèses, au 19e siècle par rapport au patron. C'est pas tellement nouveau, même si on a l'impression qu'on tombe des nues. Et moi le premier, parce que de temps en temps, moi je suis un vieux, donc quand je vois arriver un interne, la première chose qu'il me dit, c'est quand est-ce que je suis en vacances. Moi, à mon époque, je fais vraiment le vieux réac, mais déjà, on rasait les murs quand on allait voir le patron, et on lui parlait surtout pas de vacances, sinon on était placardisés. Non, maintenant, c'est direct. Quelles sont mes 2 demi-journées, voire ma journée de disponibilité pour je sais pas quoi, et puis quand est-ce que je pars en vacances. Bon, après, on peut parler un peu clinique avec certains. Il y en a qui viennent même plus vous voir, de toute façon. Donc, en fait, j'entends bien, mais moi, je ne peux pas vous dire
qu'il faut rester dans son bureau et les attendre, les borderline. Je suis obligé de vous dire, non, si vous voulez vous engager avec des borderline, il faut y aller. Et il faut être disponible. Mais c'est une disponibilité relative. Après, il faut aussi des fois réfléchir parce que on est aussi dans un contexte où, comme on reçoit beaucoup de collègues de l'étranger également, à la fois parce qu'on a des postes libres et on cherche à recruter, mais aussi parce qu'il y en a qui veulent se former en France, etc. Et on se rend compte que finalement, il y a, par rapport à ces pays-là, beaucoup quand même de moyens qui sont mis en œuvre. Alors, le problème, c'est qu'ils sont mis aujourd'hui en œuvre de manière extrêmement hétérogène sur le territoire, puisqu'il y a des trous dans la raquette dans certains départements. Et puis, rien n'a été anticipé de cette. C'est ça qui est encore plus difficile aujourd'hui. Donc, il faut tout réorganiser en sachant qu'on a un émiettement de structures. Je ne vais pas commencer dans le Var, mais alors nous, à Paris, je ne compte pas les CMPP, CAPP, CMP, CESAD, CAMS, et puis chacun a son petit bout de truc. Et alors le malheureux gamin ou la malheureuse famille qui doit passer de l'un à l'autre, alors là, c'est-à-dire qu'en fait, on rajoute des obstacles aux trajectoires qui sont complètement absurdes, là pour le coup, administratifs et aussi professionnels, parce que c'est nous qui sommes responsables de tout ça, hein. C'est pas les familles et les patients. Hein. Je pense que les problèmes de tous les mots aujourd'hui, c'est justement de ne pas penser au bonheur avant qu'on pense au travail, on pense à la performance, on pense à la guérison de tout, pour moi c'est le bonheur. Alors, oui. Un patient, j'étais le premier patient du docteur Ruffo, on était trois dans sa salle d'attente quand il a commencé, et j'ai mis 50 ans pour arriver à me construire par rapport à ce qu'il m'a dit, par rapport à ce que j'ai appris avec lui. Et aujourd'hui, à 58 ans, je peux dire... Mais alors, vous êtes resté jeune, ou vous l'êtes devenu alors? Parce qu'en fait, les jeunes disent ça aujourd'hui. Ils priorisent le bonheur, pas le travail. Mais c'est ce que je vous dis d'ailleurs. Ah bah pour moi, c'est plutôt un compliment de dire à quelqu'un d'un certain âge qu'il est resté jeune. Hein. J'aimerais pouvoir me l'attribuer. C'est plus compliqué. C'est vrai. Il y a une toute dernière question, je crois. Oui. On répétera, on vous entend, je crois. Alors en fait, si je peux me permettre, par rapport, alors c'est des jumeaux en fait, c'est ça qu'elle a? Non. En bas âge. Ah bon, s'ils sont en bas âge, je suis pas sûr que de dire à un enfant d'1 an, je suis borderline. Mais par contre, ce qui est très important justement avec les parents borderline, pour justement la question des conséquences chez l'enfant, c'est d'essayer de bien leur expliciter. Pas tant le problème forcément des hospitalisations, parce que habituellement chez les patients borderline, les hospitalisations ne sont pas forcément longues. Donc il faut voir avec l'entourage comment c'est géré par rapport aux enfants, ça bien sûr, et j'espère qu'elle est aidée, cette maman, quand elle est hospitalisée, etc. Par contre, ce qui est très très important, c'est essayer de les aider à prendre conscience que
le côté imprévisible qu'ils peuvent avoir dans leur comportement a des conséquences chez l'enfant. Même tout petit, ça se voit dans les interactions précoces. Alors nous, ça a été dit par Nadège, on a une unité mère-bébé ambulatoire où on a un certain nombre de mamans borderline qui nous sont adressées justement pour les accompagner dans leur parentalité. Ce qui marche très très bien, c'est de revisionner des vidéos d'interaction avec les parents. Hein, de revisionner des vidéos d'interaction. C'est-à-dire que vous faites des consultations avec les bébés, avec les parents. Alors, comme avec les bébés, c'est difficile de prévoir parce qu'un coup ils ont faim, un coup c'est ceci, ils dorment, un coup c'est ceci, un coup cela, peu importe. Vous organisez votre consultation en fonction de l'état du bébé, puisqu'il faut quand même s'accorder avec l'état du bébé, et vous voyez comment le père ou la mère s'adapte au bébé. Et si vous sentez qu'il y a des difficultés à s'accorder, parce que c'est ça qu'ils ont les mamans borderline, le plus de difficultés, c'est d'être adapté aux besoins de l'enfant dans les micro-moments. Le nombre de mamans borderline qui n'arrivent pas à comprendre les signaux, par exemple, de faim ou de satiété du bébé, ne serait-ce que pour la tétée, des choses très simples. Ben ça, vous montrez une vidéo et à la fois vous valorisez ce qui fonctionne bien et vous montrez les conséquences chez l'enfant. Vous ne dites pas à la maman « Ah, ça, c'est pas bien ». Non, vous dites « Ah, regardez votre bébé là ». Non, vous voyez, il vous montre comme ça qu'il n'a pas envie de la tétine. Ce n'est pas la peine de lui mettre le biberon comme ça, de manière répétée dans la bouche, comme on voit, encore une fois, pour la tétée. Mais je vous parle de la tétée, vous pouvez faire plein de... Et ça, je trouve qu'on n'utilise pas suffisamment en clinique cette richesse que peut apporter la vidéo. Il n'y a pas besoin d'installation. Moi, quand on me dit « Ah, bah, je n'ai pas les installations pour faire truc, etc. » Mais enfin, tout le monde a un téléphone portable. Donc, vous faites votre vidéo avec le téléphone portable et ça y est, vous remontrez la vidéo. Pas besoin d'un écran de télé. Aujourd'hui, c'est quand même extrêmement simple, ça. Et ça, c'est un travail qui paye. Parce qu'en plus, souvent, parce que le côté guidance, on le fait assez systématiquement, je crois, dans la plupart des équipes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces expériences-là partagées, elles renforcent la parole de celui qui fait la guidance. Parce que du coup, il y a un investissement positif au cours du temps et c'est extrêmement utile. Après, quand vraiment il y a par exemple, des situations où les questions d'hospitalisation se posent le plus, moi je trouve que c'est surtout chez les mamans bipolaires. Parce qu'effectivement, chez les mamans bipolaires, donc là on sort des borderline, vous pouvez avoir des hospitalisations parfois relativement longues, conséquences, difficiles, et ce n'est pas facile à gérer. Et surtout, vous pouvez avoir des changements de comportement qui vont être visibles dans la famille et qui vont poser des difficultés. Voilà. Et là, vous avez, pour les enfants plus âgés, toute une série de techniques d'accompagnement. Par exemple, des lettres qui sont faites avant l'épisode par les mamans et ouvertes qu'en cas d'épisode, où justement elles expliquent aux enfants. Alors c'est souvent des lettres qui sont accompagnées. Et ça, je trouve que c'est une méthode qui est assez intéressante. Et c'est en général les conjoints qui les montrent aux enfants quand la maman est hospitalisée ou le papa, parce que ça peut être aussi un papa bipolaire. Là, on est tombé dans le noir parce que c'est l'heure de la fin. Bon, ceci dit, c'est un bon timing pour le rugby.